28e sommet Afrique-France, la parole libérée de la jeunesse. Nous aurons des précisions dans ce journal avec Aïssata Traoré. Fin de formation de qualification des agents de Sky Mali en maintenance d'avions. À l'international, la République démocratique du Congo, après le décès d'un enfant, les habitants de Béni craignent une nouvelle propagation d'Ebola. Prix Nobel de la littérature, Abdul Razak Gourna, deuxième lauréat africain noir. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Djoliba TV News. La parole était donnée à la jeunesse africaine durant 2 jours à Montpellier en France à la faveur de la 28e édition du sommet Afrique-France. Au terme de ces journées d'échange, le président Emmanuel Macron a pris certains engagements. Aïssata Traoré revient sur les grandes lignes de ces débats. Débat houleux, échange franc sans langue de bois. Jamais la jeunesse africaine n'a été aussi animée d'une volonté inébranlable d'exprimer ses attentes et frustrations sur la démocratie, mais aussi sur la relation avec la France, interpellant directement le président Emmanuel Macron. Vendredi à Montpellier, au dernier jour du sommet Afrique-France, le président français a reçu lors d'une séance plénière plusieurs jeunes Africains afin qu'ils s'expriment sur divers sujets comme la démocratie dans leurs pays respectifs, les relations entre leur pays et la France, entre autres. Au cours de cette plénière, le président français a souligné que ce sommet marque un nouveau départ dans la relation entre la France et la jeunesse africaine, une jeunesse qu'il a invitée à l'engagement, non sans difficulté. Ce sommet est le début d'une nouvelle ère, c'est-à-dire le début de nouveaux rendez-vous, mais surtout le début d'un processus et d'un travail. C'est inévitable. Le tout, c'est qu'il y ait de la sincérité et de l'engagement. Et moi, je pense qu'il est possible d'écrire une nouvelle page. Et donc, pour y arriver, on a besoin de rester engagé. C'est pour ça que ce que j'ai demandé à Achille Membe, à tous ces co-auteurs qui le souhaitent et qui sont prêts à le faire, et aux pépites qui sont là comme aux engagés de cette aventure, parce que vous avez fait un travail pendant des mois remarquable, c'est de continuer à rester engagés à nos côtés sur quelques initiatives, parce que je pense qu'on a besoin de vous pour, en quelque sorte, nous garantir la bonne réalisation. Ce 28e sommet Afrique-France inédit, sans chef d'État et donnant ainsi la parole à la société civile africaine, pour Emmanuel Macron, relevait d'un pari fou, un pari qui était possible de réaliser. Vous avez donné aujourd'hui la plus belle démonstration qu'on était fou de faire ça, mais que c'était possible et que c'était plein de promesses. Et donc, ne lâchez rien, n'abandonnez rien de vos exigences, de vos intransigences, de vos colères, mais surtout de votre volonté de faire et de changer les choses. Le changement de l'Afrique viendra de sa jeunesse et non de la France, a insisté le chef d'État français. Car, dit-il, leur voix porte un souffle d'espoir, une opportunité historique, celle de pouvoir écrire une nouvelle page de notre relation. C'est vous qui changerez l'Afrique. La France ne changera pas l'Afrique. La France, elle peut regarder en face son passé, vouloir participer dans un dialogue sincère et redevenu équitable, ce qu'on a fait aujourd'hui, une relation qui a été abîmée, et vouloir rebâtir une belle relation parce qu'elle est équitable. Dans un contexte délicat où l'influence de la France est mise à l'épreuve, notamment avec l'Algérie et le Mali, la jeunesse venue de tout le continent a espoir que les lignes vont bouger, créant ainsi de nouvelles bases dans les relations entre l'Hexagone et ses anciennes colonies. Toujours dans la même foulée, la 28e édition du sommet Afrique-France s'est tenue ce vendredi 8 octobre 2021 à Montpellier dans le sud de la France. Une 28e édition tenue dans des conditions assez particulières en l'absence des chefs d'État africains. L'Élysée a décidé de repenser l'exercice et d'en faire un rendez-vous exclusivement dédié à la jeunesse et à la société civile. Des échanges sans filtre avec entre 2000 et 3000 participants. Nous revenons sur les points saillants de ces échanges avec Aminata Chektal. Le vocabulaire utilisé par la France, la base des partenariats, l'ambiguïté de Paris vis-à-vis des troisièmes mandats présidentiels sont entre autres les questions sur lesquelles Emmanuel Macron a été interpellé de manière très vive par la jeunesse africaine lors de cette séance de questions-réponses. Les causes de la crise sécuritaire du Sahel ont également été évoquées. Je veux juste rappeler à Monsieur le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences
de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Plus que des reproches, des faits ont été soulignés et des solutions ainsi que plusieurs perspectives proposées. Un mot en particulier était au cœur de l'intervention de la Burkinabé, Elda Kouama. Il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. À la suite de ces échanges, Emmanuel Macron s'est engagé à parler d'investissement solidaire à la place d'aide. Le président français a également annoncé durant ces échanges la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie. Un fonds qui a pour objectif de soutenir les acteurs du changement, notamment sur les questions de gouvernance et de démocratie. Le lancement des activités du groupe Siraba Kunamfoni a eu lieu ce matin au foyer des jeunes de Sébéni-Koro. Objectif, sensibiliser les usagers de route sur les risques des accidents. Adama Sanogo. Informer et sensibiliser les usagers de route sur les accidents et comment apporter les premiers soins aux victimes en cas de choc. Tels sont entre autres les objectifs recherchés par le groupe Siraba Kunamfoni. Nous organisons des journées de sensibilisation en partenariat avec l'ANASER, la protection civile, la police et la direction nationale des transports afin de donner l'occasion aux uns et aux autres de connaître mieux le code de la route. Les accidents de route ont diminué au niveau de la commune 2, 3 et 4 du district de Bamako courant le mois de septembre. Rassi Siramadi Dambélé. Je peux affirmer avec une plus grande aisance que les accidents de la circulation sont en baisse. Sont en baisse par rapport au mois précédent. Surtout courant ce mois-ci, ça a évolué un tout petit peu, mais pour le mois de septembre, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de mort. Toutefois, il invite les usagers de route à rouler avec plus de prudence, et c'est pour éviter et diminuer encore davantage les accidents récurrents. Nous insistons toujours sur cette sensibilisation pour que les jeunes, les usagers, que tout le monde aille doucement, que le respect mutuel, n'est-ce pas, soit mis dans la circulation afin d'éviter également, n'est-ce pas, les accidents de la circulation. Pour rappel, Siraba Kunamfoni existe en format magazine mensuel. Son contenu vise toujours à sensibiliser les usagers sur les accidents de la route. Je l'évoquais dans les titres, ils sont une dizaine d'agents de Sky Mali, la compagnie aérienne du Mali, à recevoir une formation de perfectionnement en maintenance d'avions. La formation concernait précisément le Boeing 737 classique. Aruna Saliakone pour le compte-rendu. Ils sont une dizaine d'agents de Sky Mali à prendre part à cette formation de perfectionnement en maintenance d'avions. Une formation de 45 jours qui concernait les Boeing 737-500 classiques. La formation exactement se focalise sur les différents systèmes qui sont réellement installés sur les avions. Donc il y a la partie ce qu'on appelle airframe et la partie avionics. Donc nous sommes de deux spécialités réellement. Donc spécialité avionique, donc tout ce qui concerne les parties électroniques, la partie électrique, tout ça. Et la partie airframe, donc ça concerne tous les moteurs, les commandes de vol, les trains, le conditionnement d'air, tous ces systèmes. La formation c'est sur le Boeing 737-500, c'est un avion classique. Il y a plusieurs gammes de 737, donc la formation est basée sur le 737 classique 500 exactement. La maintenance régulière d'un avion
accroître la sûreté et la sécurité des vols. C'est pourquoi le directeur général adjoint de cette compagnie aérienne malienne se félicite de l'initiative. Dans le domaine des transports aériens, la sécurité est l'élément le plus important. Ce sont les hommes en fait qui assurent cette sécurité. Il est vrai que le transport aérien est une technologie de pointe, mais elle est grâce d'abord à des hommes qui ont conçu donc tout ce qui permet d'assurer le transport aérien, mais aussi tout ce qui permet donc de maintenir dans des conditions optimales de sécurité tout ce qui contribue donc au transport de personnes et de marchandises. Mettre à jour les connaissances du personnel d'une compagnie aérienne vise le respect des réglementations en vigueur. D'abord, cette formation rentre dans le cadre d'une conformité réglementaire. La réglementation exige un maintien de compétences à une période déterminée. Aussi, ça permet de mettre à niveau les compétences acquises par les techniciens pour assurer un service de qualité. Les deux instructeurs de la formation aux expertises reconnues viennent de l'AFA, Airplane Flight Academy of Tunis, l'Académie tunisienne de l'aéronautique. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Hydromed Mali, la Direction générale de la protection civile a bénéficié d'un don de 5 ambulances et 5 drones ce vendredi 8 octobre 2021 pour le renforcement de leur capacité d'intervention. El Hadji Maliguité pour les détails. La Direction générale de la protection civile se renforce petit à petit. La structure a bénéficié ce vendredi 8 octobre 2021 d'un important lot de dons composés d'équipements pour le renforcement de leur capacité d'intervention. Cette donation est l'œuvre d'Hydromed Mali, un projet qui a pour but de renforcer la résilience climatique. Il s'agit d'un programme inscrit dans les activités du projet au titre de l'année 2020-2021. Qui a vu la réalisation de 5 ambulances médicalisées pour un montant total de 274 millions et 5 drones au profit donc de la Direction générale de la protection civile dans le cadre du renforcement opérationnel de ces interventions. 5 ambulances médicalisées et 5 drones, des matériels qui vont permettre à la Direction générale de la protection civile de faire face aux défis du moment. Le matériel que nous venons d'obtenir, c'est du matériel qui va certainement nous permettre, en tout cas, d'accroître nos capacités opérationnelles sur le terrain et même par moment nos capacités techniques. Pour une première fois, nous recevons, n'est-ce pas, des drones qui vont certainement contribuer aussi à augmenter notre capacité d'adaptation sur le terrain. Ainsi, ces équipements seront mis à la disposition des unités qui en ont le plus besoin. Vous savez, toutes les unités sont pratiquement dans le besoin. Je ne sais pas si c'est à tout hasard. Toutes les unités nous ont exprimé le besoin d'en avoir. C'est moins de locomotion. Donc voilà, nous allons voir et prioriser en tout cas les unités qui auront besoin de ça. Nous allons dans la priorité. Financé par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale, Hydromed Mali est un projet qui a pour objectif d'améliorer la prévention et l'accès aux services hydrométéorologiques d'alerte et de réponse d'urgence. Outre la Direction générale de la protection civile, les autres structures bénéficiaires du projet sont Mali Météo, les systèmes d'alerte précoce et la Direction nationale de l'hydraulique. La jeunesse du cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie a tenu son premier meeting d'information ce vendredi à Moussokunda. Objectif, informer les militants du début des activités qui vont mener pour le respect des délais des élections. Soutien au mémorandum était le thème du meeting organisé par la jeunesse du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Ce 8 octobre est le top départ d'une série d'activités pour se faire entendre. Monsieur le Président, ce 8 octobre 2021 constitue le top départ d'une série d'activités visant à défendre par tous les moyens notre mémorandum établi le 24 août 2021 dont les principaux objectifs sont 1. Le respect du délai de la transition. 2. Le rejet du type d'organe unique de gestion des élections. 3. Le rejet de l'organisation des assises de la refondation. Pour l'ancien ministre et membre du directoire du cadre, ils ne sont pas contre la transition mais contre ceux qui l'ont pris dans la rue et veulent le confisquer.
Nous ne demandons pas autre chose. Nous ne sommes pas contre cette transition. Nous l'avions dit. Nous sommes contre la prise de pouvoir par la rue et dans la rue. Nous l'avions dit. Et ceux qui ont pris le pouvoir par la rue et dans la rue, qui l'ont usurpé, sont dans une logique de confiscation du pouvoir aujourd'hui. Tout ce que nous demandons, en tant qu'acteur politique, en tant que Malien tout court, c'est de dire après le coup d'État du 18 août, les Maliens se sont retrouvés en décidant de mettre le Mali au-dessus. Et que pendant ces 18 mois, on exhorte ceux qui ont pris le pouvoir pour des raisons que eux seuls savent. Parce que pour nous, en démocratie, la prise du pouvoir, c'est par les urnes. Seul le peuple souverain, comme l'explique l'article 26 de notre Constitution. Pour le président, le gouvernement en place ne s'attaque pas aux vrais problèmes qui minent le Mali, mais plutôt comment prolonger la transition et se mettre à intimider les responsables sous peine de lutter contre la corruption et l'impunité. Au lieu de penser à résoudre les douloureuses crises que notre pays traverse, malgré tous ces problèmes, les autorités ne pensent qu'à atteindre leur objectif principal, qui est de prolonger la transition à tout prix. Pour ce faire, nous assistons depuis un bon moment à la diversion qui a pour nom des intimidations, des arrestations et de nos responsables sous la couverture de la lutte contre la corruption et l'impunité. Les jeunes du cadre d'échange des partis et regroupements politiques affirment leur accompagnement au président Assimi dans la réussite de la transition, en lui conseillant de sortir par la grande porte en respectant les délais de la transition, de ne pas écouter les voix des sirènes qui demain en cas de problème disparaîtront comme ils sont venus de la rue. À présent, l'image du jour consacrée à l'Arche de Kamadjan. L'Arche de Kamadjan est un site naturel et historique impressionnant. Elle est un symbole pour toutes les familles Kamara du Mandé originel. Elle a abrité des événements majeurs pour la fondation et l'épanouissement de l'Empire du Mali. C'est sur l'Arche de Telikourou, un site associé, un endroit qui se prête aux réunions secrètes, aux démonstrations de connaissances occultes que s'est tenu sous l'égide de Kamandia Kamara, roi du Sibi, le premier conseil de guerre du monarque Sundiata rentré d'exil vers 1232. Selon une version, 10 chefs de guerre ou 10 chefs de clan du Mandé et leurs alliés ont participé à ce conseil. Selon la légende, Kamadjan aurait percé d'un coup de poing la montagne pour prouver sa force et son courage. Mais selon une autre version des traditionalistes, l'empereur Sundiata voulait savoir si sa troupe était assez brave et assez déterminée pour gagner une guerre. Il a aussi demandé aux guerriers de prouver leur talent et leur engagement. C'est ainsi que Kamadjan prit son arc, tira une flèche sur la falaise et fit un trou énorme en forme d'arche. Ce serait l'origine de la légende de Kamadjan. Cette arche est depuis l'attrait principal de Sibi. Il est très agréable d'aller y pique-niquer car le panorama sur la vallée est magnifique. Suivons à présent l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Emmanuel Macron et Robert Badinter ont lancé samedi un vibrant appel à l'abolition universelle de la peine de mort. Le chef de l'État annonçant une rencontre au plus haut niveau début 2022 pour convaincre les pays qui l'appliquent encore. La peine de mort est vouée à disparaître dans le monde car elle est une honte pour l'humanité, a affirmé Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux qui avait fait adopter l'abolition il y a juste 40 ans, le 9 octobre 1981. Vive l'abolition universelle, a-t-il conclu d'une voix de stentor qui a résonné sous la coupole du Panthéon, où était célébré l'anniversaire d'une loi ayant marqué la France et la présidence de François Mitterrand. L'ancien avocat et garde des Sceaux, âgé de 93 ans, a été longuement applaudi par les quelques 200 invités avant qu'Emmanuel Macron ne lui réponde, saluant sa passion en rien altérée par le temps et sa capacité d'indignation. Un combat de résistance. Car en France comme en Europe, des voix que l'on croyait étouffées ressortent des tréfonds de l'histoire pour appeler au rétablissement de la peine capitale. 83. C'est le nombre, certainement sous-évalué, d'exécutions qui ont été perpétrées dans le monde en 2020. 483 meurtres d'État administrés par 33 régimes politiques qui ont pour la plupart en commun un goût partagé pour le despotisme
le rejet de l'universalité des droits de l'homme, mais pas uniquement, et vous l'avez rappelé. La révolution que vous avez portée s'est ancrée dans la vie de la nation française, sans que n'augmente, comme le président, alors que vos opposants, la criminalité sanglante, a souligné le chef de l'État. Puis lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU, la France, avec ses partenaires de l'Union européenne, mobilisera autour d'une résolution pour que, chaque année, les États n'ayant pas aboli la peine de mort communiquent à l'ONU le nombre de condamnations prononcées et le nombre d'exécutions pratiquées, a-t-il ajouté. 17 Français, dont une femme, sont toujours condamnés à mort à l'étranger et actuellement détenus dans 6 États, une en Algérie, un en Chine, un aux États-Unis, un en Indonésie, 11 en Irak et 2 au Maroc, selon Ensemble contre la peine de mort. Le nombre d'Afghans qui tentent de traverser la frontière vers l'Iran a grimpé depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, il y a presque 6 mois, mais peu d'entre eux arrivent à passer. Il y a encore quelques mois, entre 1000 et 2000 personnes se présentaient chaque mois à la frontière de la province des Nimroz. Il serait désormais entre 3000 et 4000 chaque jour selon un commandant taliban. Mohamed Nassim, migrant afghan, tente d'aller illégalement en Iran. Écoutons ses propos. C'est notre troisième tentative de sauter par-dessus le mur de la frontière, mais nous ne pouvons pas faire plus de 100 mètres. Les gardes iraniens nous ramènent en Afghanistan. Nous y allons et nous sautons au-dessus du mur. Il y a 2 nuits, ils ont tiré. Un de mes amis est mort, un autre a été blessé. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Nous sommes revenus hier soir, mais ils nous ont attrapés côté iranien. Ils nous ont frappés, ils nous ont hurlé dessus. Les commerçants et les personnes titulaires de visa de séjour, ainsi que ceux qui ont un visa pour se faire soigner, ne sont pas empêchés par les forces iraniennes, a-t-il déclaré, ajoutant qu'environ 500 à 600 personnes étaient autorisées à traverser chaque jour. Pour ceux sans papier qui tentent de traverser, l'expérience peut être déchirante. Les soldats iraniens ont pris notre argent. Ils nous ont frappés, ils nous ont déchiré nos mains, a-t-il dit. Mohamed Nassim a déclaré qu'il avait été contrecarré à 3 reprises après avoir tenté d'escalader le mur frontalier. 2 nuits plus tôt, il a déclaré que les gardes frontières iraniens avaient ouvert le feu et tué 2 personnes qui tentaient de traverser, dont un de ses amis. Cela ne l'a pas empêché de revenir la nuit suivante pour se retrouver capturé et battu, alors que les gardes lui demandaient pourquoi il tentait de traverser sans papier. Il a dit qu'il avait répondu « Si vous voyez la pauvreté, la faim et la misère de notre nation, alors vous iriez aussi de l'autre côté de la frontière. Nous n'avons pas d'autre solution. » Un mot de culture dans cette édition. L'écrivain tanzanien Abdul Razak Gurnah est le lauréat du prix Nobel de littérature 2021. Il devient ainsi le 2e Africain noir à recevoir cette distinction après Ole Soyinka, auteur de 10 romans et de nouvelles. Abdul Razak Gurnah vit à Brighton, en Angleterre, où il enseignait la littérature à l'université du Kent. Après le Nigérian Ole Soyinka en 1986, Abdul Razak Gurnah est le 2e Africain noir à décrocher la plus grande récompense de la littérature, le prix Nobel de littérature. Cette consécration de l'écrivain ne passe pas inaperçue dans son pays d'origine, la Tanzanie. Vous avez sans aucun doute rendu justice à votre profession. Votre victoire est celle de la Tanzanie et de l'Afrique, a posté le porte-parole du gouvernement tanzanien sur Twitter. Né en 1948 sur l'île des Zanzibar, Abdul Razak Gurnah est arrivé au Royaume-Uni en tant que réfugié à la fin des années 1960, alors qu'il n'avait que 18 ans. Il fait des études d'anglais avant de devenir professeur de littérature. Il vient d'ailleurs de prendre sa retraite. Les écrits d'Abdul Razak Gurnah évoquent en général le quotidien des Africains et surtout la vie des réfugiés qu'il connaît mieux pour l'avoir vécu. Cependant, Abdul Razak Gurnah devient le 5e Africain à recevoir le Graal littéraire après Ole Soyinka, l'Égyptien Naguib Mahfouz 1988, les Sud-Africains Nadine Gordimer 1991 et John Maxwell Coetzee en 2003. Parmi les 118 lauréats en littérature depuis la création des prix, 95, soit plus de 80% sont des Européens et des Nord-Américains selon le média Le Monde. Tandis que la France à elle seule
s'est vu décerner 13% des prix. Ils sont 102 hommes au palmarès pour 16 femmes. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.